C'est peu de dire qu'une nouvelle génération de 911 est attendue au tournant par toutes ses petites camarades. La 911, c'est évidemment la référence en matière de sportive et tout le monde essaye de venir la chatouiller. Là, aujourd'hui, on a réuni 7 voitures qui viennent s'étalonner face à cette nouvelle 911 type 992 qui arrive donc avec une toute nouvelle plateforme, un tout nouveau châssis et des progrès à tous les niveaux, des petits progrès, il n'y a rien de réellement spectaculaire, il y a un peu plus de puissance, mais il y a un châssis qui est plus agile, des nouvelles suspensions, la voiture, la caisse en blanc est plus légère, bref, toutes celles qui ont travaillé à venir déstabiliser, à venir détrôner la reine 911, se retrouvent là face à la 992. En ce qui concerne la 911 type 992, toute la question est de savoir si Porsche est parvenu à se réinventer, à s'adapter à son époque tout en conservant son identité. Il faut bien avouer que les 1596 kg mesurés sur la balance nous faisaient peur. À titre d'information, c'est exactement la même masse qu'une 911 Turbo il y a 10 ans, c'est beaucoup. Mais après les avoir toutes conduites en long, en large et en travers, on peut l'affirmer en termes d'efficacité, de polyvalence, de sensation et de performance. Porsche domine les débats. Pour nous, la démonstration est sans appel. La chose la plus bizarre, la voiture la plus bizarre, quelque part, c'est la BMW M850i. Laurent va un peu nous expliquer pourquoi il a tenu à ce que cette voiture participe à cette rencontre. La BMW M850i, c'est un vrai paradoxe entre sa masse très élevée et son dynamisme. On sent que l'accent a été mis sur les sensations de conduite. On a une excellente motricité avec les 4 roues motrices. On a une excellente agilité, là encore, par rapport à la masse avec les 4 roues directrices. Un très bon niveau de performance, un excellent filtrage des suspensions. C'est une voiture qui est capable d'effacer les kilomètres. Alors ça ne suffit pas pour détrôner la 911, mais franchement, le niveau global de la prestation de BMW est assez bluffant. À l'exact opposé de cette BMW, qui est une grosse voiture un peu pesante, même si c'est cohérent finalement avec le positionnement assez GT de la nouvelle 992, on a la Lotus Evora 410. La Lotus Evora, alors c'est aussi officiellement une GT, c'est même une 2+2, il faut être vraiment très petit derrière, mais là pour le coup on est dans la sportive à l'ancienne, légère, très agile. Laurent va nous en parler. La Lotus Evora 410, elle part avec une longueur d'avance, 1411 kg mesurés, c'est quasiment 600 kg d'écart avec la BMW. Ça donne un rapport poids-puissance de 3,4 kg par cheval, c'est directement comparable à celui de la Carrera S. Alors maintenant, la question consiste à savoir si ça justifie un chèque de presque 140 000 €. Et la réponse, elle s'articule autour d'une série de chauds-froids qui sont parfois déstabilisants. On a une direction très directe mais un point milieu qui reste flou. On a le bruit d'un moteur de course mais au fond l'inertie d'un moteur de berline. Et on a cette boîte mécanique dont la commande est lente et imprécise. Alors rassurez-vous, ça reste une auto très sympa, il n'y a rien de rédhibitoire, mais il faut quand même savoir où vous mettez les pieds. La plus récente et peut-être la plus agressive des concurrentes de la nouvelle Porsche 911, c'est la Stone Vantage. La Stone Vantage, clairement, on nous a dit quand ils ont présenté cette voiture chez Aston Martin, ils visaient la 911. Pour ça, ils sont quand même allés chercher le V8 assez musclé de l'AMG et ils ont réalisé une nouvelle plateforme, un nouveau châssis en aluminium qui veulent très agile, très efficace. Là encore, voyons en vrai comment ça se passe. L'Aston Martin Vantage reprend le V8 AMG à quelques détails près. C'est le descendant direct de celui qu'on retrouve sous le capot de la AMG GTS. En revanche, la transmission est différente. C'est une boîte auto et non plus à double embrayage. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le cocktail fonctionne très bien. On a un niveau de sensation et des performances extraordinaires. Ça s'accompagne d'un très bon équilibre et d'une direction dont les feelings permettent de garder toujours le contact avec la route. C'est important. Sur le plan objectif, en revanche, on lui reproche juste de ne pas avoir d'éléments qui permettent de trancher véritablement avec la concurrence. Avec la même motorisation ou quasiment, puisqu'il y a des petites variations, on a évidemment la valeur sûre de chez Mercedes, la AMG GT, ici en version roadster, speeder, mais ça ne change pas grand-chose à son caractère de bonne grosse brute. J'adore la AMG, d'autant plus que en tant qu'essayeur de rétro, je vais lui faire un gros compliment, on dirait une voiture ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle fait penser immanquablement, fait penser à la Cobra,
par son look, par ce côté disproportionné, tout sur l'arrière, on est un petit peu assis sur l'essieu arrière. Bon, ça c'est très amusant. Ce qu'elle a aussi d'un peu à l'ancienne, c'est qu'on a l'impression d'une voiture équilibrée, certes, mais qui aurait des ballons et des roulis importants, et qui, quand on met les modes sport, sont jugulés. Mais c'est combattu moins naturellement que par des schémas de suspension. Ça fait quelque chose d'un peu baroque. Tout ça dans la symphonie du V8 qui est quand même qui est un barouf comme il y en a peu. Donc ça fait une voiture affectivement très forte, plus forte que la 911 au point de vue des émotions qu'elle déclenche. Et après, au niveau de l'efficacité, elle est loin derrière. Dans la même catégorie des sportives à voie, on va dire, avec un échappement qui ne laisse pas les voisins indifférents, il y a la Jaguar F-Type R qui est plus tout à fait un perdreau de l'année, mais qui a encore de beaux restes et qui garde beaucoup de caractère. J'adore la Jaguar Type F. Ça commence par son look que je trouve toujours très neuf, très eye-catcher, très tape dans l'œil, mais au bon sens du terme. Malgré ses 7-8 ans d'âge, elle reste très neuve, d'abord parce qu'on en voit moins que certaines autres voitures. On lui fait la pire chose qu'on peut faire à cette voiture, parce qu'on peut vraiment en être amoureux pour son look, pour son tempérament moteur qui est vraiment un moteur très très plein, le gros V8 qui est joyeux, qui est heureux de vivre, c'est vraiment aucun bémol, très très sympa. Ce qu'on lui fait de pire, c'est vraiment le circuit. Et c'est là que la différence par rapport à la 911 saute aux yeux. C'est vraiment une bien moindre acuité de comportement qu'on enclenche les modes les plus radicaux, les plus sportifs. On a toujours une gestion du roulis très prévenante, et pour tout dire assez quelconque. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, ils n'ont pas voulu radicaliser l'auto qui, vu son moteur et vu son empattement court, etc., serait sûrement une sorte de dragster. Donc elle est assez calmée au niveau des suspensions. Une auto qui n'est plus toute récente, plus de la première fraîcheur, mais qui a quand même toujours eu du mal à trouver des concurrents à son niveau. C'est la Nissan GT-R, ici en version Nismo. On rappelle le V6 compressé, l'ultra efficacité, les 4 roues motrices. Est-ce que quelque part, dans la mesure où la 911 devient de plus en plus GT, est-ce que finalement, ça ne serait pas la seule vraie dernière concurrente de la 911 ? J'adore la Nissan GT-R. Sauf son look, avec lequel j'ai quelques problèmes, mais c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y a ceux qui adorent aussi son look et son esthétique. Il y a ceux qui la supportent pas bien. Bon. En même temps, une fois qu'on l'a conduite, quand on la rend, on l'aime encore beaucoup plus, et même son look, on en vient à le supporter. Parce que quand on conduit cette voiture-là, de toutes celles qui sont là, c'est vraiment celle qui se rapproche le plus d'une machine préparée pour la course. Le moteur est absolument fabuleux, non seulement parce qu'il est très puissant, jusqu'à 600 chevaux quand même, mais aussi par la façon dont il grimpe en régime et dont il descend dès qu'on lâche les gaz. C'est vraiment un moteur sans inertie, un moteur comme un moteur préparé. Et d'ailleurs il doit être un peu, c'est une Nismo, je rappelle que le tarif entre la GT-R normale et la Nismo prend à peu près exactement 100%. Donc on a 2 fois le prix de la voiture. Pour le comparatif, c'est un peu embêtant, parce que si elle était au prix d'une GT-R de base, elle enrhumerait tout le monde. Là, quand même, le tarif fait grincer. En termes de comportement, c'est vraiment prodigieux. Elle est à la fois très incisive et surtout, on a l'impression, par rapport à toutes les autres qui sont présentes aujourd'hui, d'avoir fini le virage bien plus tôt qu'avec les autres, de pouvoir réaccélérer, mettre toute la gamelle, et Dieu sait qu'il y en a, 10 mètres, 15 mètres avant, et je pense que ça fait toute la différence sur les chronos qu'on obtient. Un bonheur. À ce point de cette petite vidéo, vous attendez un verdict. Je vais vous décevoir,
je ne vais pas vous dire laquelle est la meilleure et si la Rennes 911 est battue. En revanche, là on voit que sur cette catégorie des sportives, des super sportives on va dire, des GT, difficile à définir, il y a vraiment une grande variété à la fois de sensations et d'émotions. Il y a une grande variété de motorisation, mais il y a vraiment une grande variété de sensations et d'émotions. Et ça, c'est la vraie bonne nouvelle, même si c'est toujours très difficile de battre la 911. La vraie bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le marché propose vraiment une grande diversité de plaisirs à ce niveau de sportivité.